plaisir de nous retrouver, mesdames, messieurs, c'est toujours un bonheur. Bon début de la semaine à vous tous et bon début du mois d'avril. Nous sommes en direct, débat pour la nation avec Gramik Legrand. Comme toujours, nous allons faire un débat. Aujourd'hui, je pense que vous êtes très nombreux. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117, plus 243 82 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. Je reçois pour vous, on commence avec lui en attendant l'arrivée des princes Peng si possible et maître Claude Ngoma. Je suis avec maître Elie Béni, président d'un parti politique, ACU, un parti politique au sein de l'Union sacrée de la nation. Nous allons revenir sur l'actualité qui est dominée, surtout ici, à Kinshasa, par la, si je pourrais dire comme ça, les carburants ne se voient pas. On ne sait pas si les fournisseurs, les gens qui vendent, les pétroliers, et ainsi de suite, les stations d'essence ont essayé un peu de garder leur stock parce que selon les informations, il y a hausse du prix des barils à l'international. Au niveau international, le gouvernement doit négocier, vous savez, à chaque fois qu'il y a hausse du prix des barils au niveau international, le gouvernement essaie un peu de pallier, mais on ne sait pas jusqu'à présent pourquoi. C'est parce que le ministre de l'économie a été déchu ou bien qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir des chauffeurs, des gens, des conducteurs font plus d'une heure dans des stations d'essence pour se ravitailler. Et ce que les gens, les Quinois ont vécu, il y a de cela, je pense, plus de 25 ans, 20 ans passés, quand l'AFDEL, le musée Laurent Désiré Kabila, était entré ici, dans la capitale. Mais c'est ce que nous constatons. Malheureusement, à présent, on ne sait pas comment est-ce que nous pourrions revivre cela encore. Il y a des sons de cloches de partout, d'autres opinions en tout cas, surtout proches de l'Union sacrée, qui font allusion à cette guerre de l'Ukraine et la Russie. On va en parler, on va discuter également sur la déchéance du ministre de l'économie. Les conséquences, c'est vrai qu'il y a l'intérim, il y a l'administration qui fonctionne déjà. Nous allons en parler, revenir sur toutes les actualités. Donc, soyez très à l'aise. Nous allons parler de tout. Également les déraillements du train encore au niveau de l'espace ex-Grand Katanga. Plus de 6 morts, c'est ce qu'on nous apprend. Nous allons placer un mot là-dessus. Déjà paix aux âmes, en tout cas, de nos compatriotes décédés. Nous sommes des cœurs avec leurs familles, toute notre décompassion. Maître Claude Ngoma est déjà là, de Nouvel Élan. Maître Elie Béni, comment vous allez? Je veux bien, Gramik Legrand. En forme? Oui, je suis en forme. Je suis content d'être parmi vous dans ces studios de Perfect TV. Donc, chaque fois qu'on nous invite, on fait un effort d'être là. Je profite de l'occasion pour saluer le chef de l'État, qui est le premier des Congolais, les membres du gouvernement. Je salue mon co-débatteur présent déjà, mon frère et beau-frère, Maître Claude Ngoma, qui vient d'arriver. Donc, j'espère que le débat qu'on va offrir à nos téléspectateurs sera à la hauteur de leurs attentes. Merci beaucoup, Maître Elie Béni. ACI, c'est d'abord quoi? Vous êtes ACI, c'est Action pour un Congo uni. Action pour un Congo uni. Voilà. Les sièges, c'est où? Nous sommes ici à Kasavubu. À Kasavubu, d'accord. Voilà. Donc, le siège. Enseignement? Oui, juste dans les parages. Ouais. Merci beaucoup. Claude Ngoma, Nouvel Élan. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Également, bonjour à Maître Elie, qui est mon beau-frère. Oh. Et comprenez, hein, c'est ça la beauté de la RDC. Oui, donc également, j'ai dit grand salam à l'initiateur du parti Nouvel Élan, Adolphe Mozito, et à tous les téléspectateurs qui vont assister à ces débats républicains et surtout pédagogiques. Merci beaucoup, Claude Ngoma. Nous commençons par c'est ça l'actualité. C'est vrai que nous allons parler de ces déraillements du train, mais prenons ici à Kinshasa la proximité. C'est vrai que nos frères et sœurs qui sont décédés au niveau de l'espace ex-Grand Katanga, nous allons parler de ça, tout un sujet. Mais on prend ce qui se passe ici. Et je commence par Maître Elie. Vous êtes conducteur, vous avez un véhicule. C'est depuis, je pense, avant-hier, les carburants, c'est fait rare.
des fournisseurs de pétroliers gardent leur stock, ils avancent comme raison, il y a hausse du prix des barils, on doit normalement hausser également les prix des transports. Quelle lecture faites-vous? C'est suite à la déchéance du ministre de l'économie, parce que c'est lui également qui régule ces secteurs des prix, et ainsi de suite, ou bien il y a une autre lecture de votre part? Que fait le ministère des hydrocarbures en ces moments? D'abord, Gramik Legrand, permettez-moi de tirer mon chapeau pour tous les citoyens congolais victimes de l'accident du déraillement des trains. Oui, on va en parler. Dans les Hauts-Katanga. Donc, toutes nos pensées vont dans le sens de ceux qui ont perdu la vie et nous souhaitons à leurs familles nos vives condoléances. Ouais. Voilà. En ce qui concerne la question que vous nous posez, je crois que lorsqu'il y a un mouvement à l'international, ça s'est répété tout de suite sur tout l'échelon. Hein. L'échelon, même chez nous ici, donc on ne peut pas être épargné. Retenez qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement de hausse du prix à l'international, le Congo aussi est concerné. Seulement, il faut que le pétrolier se mette sur la même table avec le gouvernement qui est représenté par le ministère de l'économie pour pouvoir trouver à sa juste valeur les prix qui ne va pas trop faire mal aussi aux conducteurs de véhicules, aux propriétaires de véhicules. Et je crois que dire que c'est parce que le ministre de l'économie a été comment dire, destitué ou déchu de son poste, c'est ce qui donne cet effet-là. Non, pas du tout. C'est un mouvement qui est à l'international et ça doit se faire ressentir partout. Donc partout au monde, c'est comme ça. Et vous pensez que dans d'autres pays, c'est également les cas, il y a rareté de carburant parce que c'est au niveau international, ou bien c'est notre distraction, notre, si je pourrais dire, négligence, notre imprudence de ne pas être avant-gardiste? Non, je pense que quelque part, les ministres ayant l'économie ou celui qui fait l'intérim en ce moment devait prendre... Son vice-ministre? Oui, certainement. Non, il semble qu'il n'y a pas un vice-ministre. Ah, il n'y en a pas. Donc, il devait prendre des précautions pour mettre autour de la table tous les acteurs ou opérateurs économiques de ce secteur pétrolier pour qu'ils puissent trouver une solution et nous épargner ces scénarios-là. Parce que depuis hier, je ne serais pas venu. Exactement. Je ne serais pas venu. Donc, parce que j'ai fait de mon mieux pour atteindre ces studios et pouvoir communiquer au nom de tous ceux qui attendent notre partage en ce qui concerne cette émission. Donc c'est difficile. Je crois que le ministre des hydrocarbures, comme tu as dit, c'est lui qui fait l'intérim, devrait dans un bref délai trouver une solution rapide pour permettre au peuple congolais d'être approvisionné. Exactement. Et aux opérateurs économiques de connaître les nouveaux tarifs que le gouvernement va leur imposer. Merci beaucoup, Maître Elie Béni. Alors, Maître Claude Ngoma, c'est vrai qu'il y a guerre en Ukraine, on avance beaucoup des choses là. Nous savons tous qu'à chaque fois qu'il y a hausse des prix des barils au niveau international, le gouvernement essaie de pallier, de donner un peu, de mettre de l'argent à la disposition des pétroliers pour qu'il n'y ait pas hausse des prix. Des transports ici à la capitale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces retards? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne décaisse pas si tôt? Les blocages se situent à quel niveau? Très bien, mon cher Gramik. Ici, l'opinion doit retenir que la crise aujourd'hui, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas la Russie. Allons-y. Ça, nous devons nous le dire. Le pétrole ici que nous utilisons ne provient pas de la Russie, moins encore de l'Ukraine. Et donc, ici, sur ce plateau, vous ne pouvez pas faire ces parallélismes, justement pour appuyer sa thèse dans le sens que il y a crise en RDC, du côté dans le secteur du pétrole. Pourquoi? Parce que ça barde en Russie et l'Ukraine. Non. Et ici, je vais encore dire que le gouvernement, dans le secteur pétrolier, a toujours subventionné. Vous voyez, il a toujours subventionné. Mais ici, moi, je dénonce le comportement du ministre des hydrocarbures. Didier Bidimou. Didier Bidimou. Oh, il avait rassuré à l'opinion que voilà, il n'y aura pas rupture
Mais qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a déjà rupture parce qu'il y a certaines des stations-service qui n'ont même pas ouvert. Est-ce qu'il y a rupture ou bien les pétroliers sont en train de garder, de réserver leur stock? Oui, mais moi j'ai dit rupture, pourquoi les pompes de station ne fonctionnent pas. Et donc, ici, ils doivent tenir une réunion de crise, d'urgence. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous assistons déjà à des quais, des longues quais, pour trouver de l'essence. Voilà. Et donc ici, c'est l'incompétence du ministre. Il doit anticiper l'action. On est ministre dans son rôle politique, justement, pour anticiper les événements. On ne vient pas comme étant ministre et subir les événements. Ça, nous disons non. Aujourd'hui, les barils à galopé sur toute l'Afrique. Ils ont augmenté les prix. Mais pourquoi en RDC vous traînez encore? Donc on doit augmenter les prix. Parce que au niveau... La population sera d'accord avec ça, c'est ça également le problème? Non, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment les secteurs fonctionnent. Quand ils augmentent les prix, il y a l'État qui vient compléter en partie. Exactement. Oui. Vous voyez? Donc l'État vient un peu subventionner, voilà les termes. L'État vient un peu en subventionnement. Mais ici, moi, je me demande, pourquoi ça traîne cette réunion-là entre les pétroliers et les ministres du tutelle? Et comme il n'y a pas celui de l'économie qui venait d'être déchu, il y a le secrétaire général à l'économie qui doit être là. Oui. Et donc ici, moi j'ai dit, c'est comme si on a des gens qui sont un peu dépassés, ils ne savent plus quoi faire. Parce que, mon cher ami, quand ça touche le secteur du pétrole, ça va toucher tous les secteurs. Vous verrez même le prix des transports qui va augmenter. Vous verrez les produits des denrées alimentaires sur le marché va augmenter et donc ça va épargner personne. Mais si aujourd'hui le gouvernement dit de Warriors pouvait définir ou mettre en place une très bonne politique justement pour subventionner que le peuple congolais ne sente pas cela. Oui, ils vont subventionner, mais je me demande, est-ce qu'ils ont encore le moyen? Est-ce qu'ils ont la monnaie? Est-ce qu'ils ont la volonté? Donc c'est ça un peu le problème. Merci beaucoup. Alors, Maître Eli Béni, là, pourquoi est-ce que ça tarde jusqu'à présent une réunion d'urgence? Parce que je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer jusqu'à demain si la solution n'est pas trouvée. Les gens n'iront pas au travail, un manque à gagner au niveau de l'économie même, les gens ne fonctionnent pas, les gens feront des pieds, ils ne sauront pas donner un meilleur rendement. Comment est-ce que ça va se passer? Non, je crois que mon cher, lorsqu'il y a péril, il faut des solutions idoines et rapides pour pouvoir trouver solution aux problèmes qui minent la population et les secteurs justement du pétrole. Alors il y a une petite chose que je voudrais un peu corriger dans ce que mon frère Claude a dit. Je crois que dire que ce qui se passe à l'international ne peut jamais impacter la situation en Afrique en général, au Congo en particulier. Je crois que c'est un peu erroné pour la simple raison que lorsqu'il y a hausse à l'international, ça impacte directement le reste du monde. Comprenez? Donc, on ne peut pas être épargné si la hausse internationale, ça doit suivre partout. Ça, c'est très important de le dire. Mais je ne vais pas aménager le ministère de tutelle ou les secteurs pour qu'une solution idoine et rapide soit trouvée, parce que je crois que les scénarios que nous offrent les stations de service, les différentes stations de service, plusieurs fermées. Plusieurs sont fermées. Et je vous dis, la situation est vraiment désolante et il nous faut une solution rapide pour pallier à cette carence en produits pétroliers. Maintenant, la question que je vous pose, j'aimerais un peu, étant que les scientifiques, on essaie un peu de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des blocs pétroliers ici, Mwanda, plusieurs en tout cas. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'un pays comme la RDC, avec ces blocs pétroliers, nous puissions en manquer des réserves? Je crois que c'est une très bonne question que vous posez là, mon cher ami. Je crois que tout est question d'organisation et de structuration. Donc les régimes de l'Union sacrée n'est pas structuré, n'est pas organisé, c'est ça que vous voudrez dire? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je crois que l'Union sacrée, comme vous avez tendance à l'accuser, l'Union sacrée venait d'arriver aux affaires. Quand bien même vous dites qu'il faut que tout soit rose en ce moment ici, mais je crois que
Il est important de les souligner. Les peuples vous suivent. Justement, les peuples me suivent, mais je sais que je suis en train de dire essentiel. Ce que je suis en train de dire est essentiel. Les problèmes, c'est lesquels? J'ai échangé dernièrement avec un des conseillers du ministère des hydrocarbures. Et il y a des problèmes qui préoccupent notre gouvernement dans le sens de pouvoir trouver des solutions rapides pour pallier à cette situation. Nous avons le pétrole, c'est vrai, mais est-ce que la productivité, nous en avons? Est-ce qu'on produit comme il se doit? Non. Je te dirais tout de suite non. L'Angola exploite dans des blocs qui sont les nôtres. Quand vous allez de l'autre côté vers l'Est, il y a l'Ouganda et les autres. Mais la RDC sous-exploite sa part. Vous comprenez? Et vous devez savoir que le gouvernement a besoin de mettre sur pied des pipelines pour la conduite des carburants. Et ils sont en train de mettre sur pied. Déjà. Justement pour que les sociétés désireuses de faire jonction avec le gouvernement pour des sociétés mixtes, parce que nous avons besoin de faire en sorte que la conduite de notre carburant arrive à tous les points de vente sans problème. Parce que je vois déjà avec les camions citernes qui transportent les carburants, il y a chaque fois des incendies, il y a chaque fois des choses qui se passent qui n'en ont pas. Et c'est pourquoi vous devez savoir que les gouvernements sont en train de mettre sur pied ces choses-là pour pallier à ces problèmes ici. Mais quant à la crise, il faut savoir que lorsqu'elle est internationale, la RDC ne peut pas être épargnée. Merci beaucoup, Maître Elie Béni. Alors, Maître Claude Ngoma, si j'ai fait un parallélisme, c'est pratiquement les mêmes faits qu'on a reprochés au ministre de l'économie. Ici, on a des blocs pétroliers. Les problèmes avaient posé ces problèmes au ministère de l'économie. Ici, nous avons des lacs, ainsi de suite, nous avons des poissons. Comment est-ce que nous n'arrivons pas à pêcher? Mais c'est le même problème avec ce secteur des hydrocarbures. Quelle est la politique liée aux hydrocarbures ici en République démocratique du Congo que les ministres doivent normalement implémenter ici? Que fait ces ministres? D'ailleurs, ces ministres a déclaré au cours d'une émission que non, il n'a appris que les hydrocarbures en 4 jours, en une semaine de formation. Séminaire, oui. Et qu'est-ce que vous pourriez dire en tout? Apparemment, c'est le même problème. Donc, si on a dessus les ministres de l'économie, on doit également déchoir les ministres des hydrocarbures. D'abord, je vais revenir sur un point où mon co-débatteur venait étayer tout à l'heure. Il a dit que voilà, quand il y a crise, je suis d'accord. Mais il n'y a pas crise au niveau international, il y a hausse des prix au niveau international. Ça, nous devons nous mettre d'accord. On ne parle pas de crise, mais il y a hausse des prix de barils de pétrole qui a haussé un peu le prix. Mais revenons maintenant en interne. La RDC, mon pays, souffre d'un sérieux problème d'organisation. Vous savez que à Mwanda, dans le haute mer, nous avons notre compteur à nous, mais que la RDC n'exploite pas. La RDC aujourd'hui, vous êtes des journalistes. Posez la question à monsieur le ministre des hydrocarbures. Combien de barils de pétrole exploite la RDC par jour? Il n'aura pas de données. Nous sommes contents d'aller acheter les pétroles à l'extérieur. Aussi longtemps, nous avons tout ici. Je vous dis, ici en RDC, nous n'avons pas une usine de raffinage de pétrole. Mais alors que nous avons du pétrole. C'est ça le manque d'organisation. Et ça, c'est pas Fachi. C'est depuis Mobutu. C'est depuis Kasavubu. Donc, ça doit nous interpeller, nous tous. C'est notre pays. Voilà que nous avons des richesses ici et là, mais nous manquons des industries. Enfin, de rendre réelle cette richesse. C'est ça le grand problème avec nous. Oui. Et qu'aujourd'hui, voilà, il y a flambé des prix sur l'international. Mais en interne à la RDC, voilà, on traîne encore le pied, je ne sais pas pour gagner quoi. Oui. Pourquoi ce retard? Parce que ce n'est pas Bidimbu qui doit faire augmenter les prix. Nous subissons tout simplement la politique internationale sur la hausse des prix de barils de pétrole. Oui, mais ça traîne. Ça traîne. Cette situation ici, il y a 2 mois déjà, moi j'ai été sur un plateau de votre confrère Israël Mukendi.
Mutombo, où il avait appelé séance tenante comme ça le ministre. Oui, où il avait même rassuré qu'il n'y aura pas carence. Mais aujourd'hui, depuis déjà, il fallait voir déjà le week-end, les samedis déjà, vendredi, samedi, c'était déjà terrible. Et ça ne fait que commencer. Oui. Et donc, en ce net moment, Didier Bidimbu doit apporter des solutions immédiates. Parce que nous ne pouvions pas rester dans cette condition. Ça ne va pas. Mais Maître Libeni, est-ce les présidents de la République, ou soit vous de l'Union sacrée, vous êtes conscient que cela en tâche constitue un goulot d'étranglement dans les bilans, soit les mandats de Félix Antoine Tshisekedi? Le peuple va rappeler au président, va lui rappeler que non, à telle date, à tel moment, il y a eu rupture des stocks. On n'avait pas des transports. Vous êtes conscient de ça ou bien vous pensez que ça ne vous regarde pas? Merci beaucoup, Gramek. Je pense qu'on doit apprendre à relativiser les choses. Ouais. La question ne concerne pas la RDC seulement, bien que nous sommes touchés en ce moment, mais c'est une question qui est internationale. Et là, je voudrais rassurer mon ami co-débatteur que le mot crise venait de notre présentateur. Donc, c'est lui qui nous a mis le mot crise dans la tête. Il s'agit d'une hausse du prix à l'international. Mais par rapport à cela, vous savez, le gouvernement doit tout faire pour trouver des solutions aux problèmes qui minent les Congolais. Mais il faut comprendre que ce n'est pas une question qui touche uniquement la RDC pour venir parler de bilan. Le gouvernement doit agir en amont ou bien en aval? Non, mais je pense qu'en responsable, il faut savoir prévoir. C'est ça, c'est ça. Il faut savoir prévoir. Vous savez qu'il y a une chose. La différence entre nous de l'Union sacrée et nos amis de l'opposition, c'est quoi? C'est quoi? Nous avons souvent dénoncé lorsque, dans un secteur précis, ça ne va pas, nous disons ça ne va pas. Même le chef de l'État le fait régulièrement. Vous comprenez? Il y a une différence entre quelqu'un qui veut devenir responsable dans un secteur donné ou dans un pays qui a un programme, un projet avant que si je suis nommé dans tel secteur, voilà ce que je vais apporter. Accepter d'être nommé ministre, déjà dans un secteur précis, pendant qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Et je pense que c'est très important. C'est très important. Non, ce n'est pas une question qu'on reproche, qu'on doit reprocher. Non, ce ne sont pas la question qu'on doit reprocher à l'Union. C'est un problème qui est tout à fait national et universel. C'est une donne. Vous êtes au pouvoir, oui. Justement, on est au pouvoir. Vous savez, on est avant tout Congolais. Oui. Vous comprenez, Ramik? On est avant tout Congolais. Lorsqu'un ministre n'est pas performant dans son secteur, quoi de plus normal qu'il se fasse remplacer? Vous comprenez? Il n'est pas question de dire qu'il s'agit de l'Union sacrée. Déjà, je te signale que cette question, c'est une question qui touche la planète entière. Lorsqu'il y a hausse à l'international, aucun pays n'est épargné. Quitte à nous de nous organiser pour éviter les déboires à notre population. C'est justement ce qu'on peut dire. Mais dire que c'est une question de l'Union sacrée ou c'est une question qui allait compter dans les bilans du chef de l'État, non. Sous Kabila, on a connu cette situation plusieurs fois. Mais ce sont ces mêmes faits qui ont coûté à Kabila aujourd'hui qu'il ne soit plus là. Mais justement, c'est ce que je te dis que je pense, nous sommes en train d'analyser. Moi, je considère que ce que nous sommes en train de faire est scientifique. Il n'y a pas question ici d'état d'âme. Vous comprenez? Parce que nous voulons offrir à notre population et à notre peuple quelque chose qui va l'aider à comprendre comment marchent les choses de l'État. Comprenez? Oui. Donc, nous demandons aux responsables de ce secteur de se mettre au travail pour que, au plus tard d'ici ce soir, une solution soit trouvée pour nous éviter les déboires. Parce que quand il y a déjà des files interminables devant les stations-service, vous imaginez, les transports sera très difficile, ça va impacter sur le prix des denrées de première nécessité et tous ces éléments-là. Alors, pour éviter que cela se présente comme une casse-tête de plus au débord des Congolais, les ministres sectoriels, on les supplie à prendre des dispositions idoines pour justement trouver solution, qui mettent autour de la table rapidement les opérateurs du secteur pétrolier pour pouvoir trouver une solution rapide. Parce que une chose est sûre,
les pétroliers n'ont pas le droit de fixer les prix eux-mêmes. Les prix doivent être concertés entre le gouvernement et eux pour éviter justement l'anarchie. Merci beaucoup, Maître Ly Béni. Nous allons prendre le deuxième sujet, les procès de 100 jours. Maître Ngoma, je vous prends, vous prenez les micros, on parle de ça. Les parties sont saisies pour l'appel de ces procès, soit les pourvois en cassation, au niveau de la Cour de cassation. Et qu'est-ce que vous pourriez analyser étant que politique? Est-ce ça pourrait être en faveur des Camérés, parce que selon certaines indiscrétions, Caméré pourrait être blanchi, la Cour de cassation pourrait casser ces deux décisions du premier degré et en appel. Quelle analyse faites-vous, Maître Claude Ngoma? Bon, étant que professionnel de droit, je vais ici émettre des réserves. Exactement. Parce que tant que la procédure n'a pas encore touché à sa fin, je ne peux pas commenter, sinon de pair à influencer certaines opinions. Mais s'il faut que j'analyse, je dirais que ce sont des voies de recours qui reconnus à M. Caméré. Vous voyez? Et il est en plein droit d'aller en appel. Donc, il doit vider ces 3 voies de recours. Vous voyez? Et que, ici, moi, j'interpelle le gouvernement. Il n'y a pas 6 mois où je l'ai suivi sur les zones de la RTNC, comme quoi, voilà, il y a les maisons préfabriquées qui traînent encore au port de l'hôpital. Voilà, il y a des commandes déjà qui sont déjà arrivées. Mais le ministre d'État en charge de l'urbanisme et de l'habitat a reconnu également. C'est là. Oui, il a reconnu, mais pourquoi? Voilà, il y en a déjà au niveau de port, Kasumbalesa et autres. Mais pourquoi le gouvernement congolais ne met pas de moyens pour aller récupérer et dédouaner tous ces conteneurs? Parce que, figurez-vous, qu'est-ce que l'opinion doit retenir de cette aventure de 100 jours? Absolument rien. Les maisons préfabriquées ici, au Kankokolo, aujourd'hui, est-ce qu'on en parle encore? On n'en parle plus. Et donc, c'est de l'argent comme ça, des contribuables congolais, qui est jeté comme ça. Et puis, donc voilà, ce n'est pas bien. Oui, d'une part, il y a Caméré qui souffre avec ses démêlés judiciaires. Là, c'est une autre chose. Mais d'autre part, l'État congolais doit aller récupérer tous ces conteneurs qui traînent encore au niveau de Kasumbalesa, Lobito et autres. Pour qu'enfin, le projet soit continuel et exécuté. Sinon, moi, j'ai dit, ici, la responsabilité est répartie entre l'État congolais, d'une part, et d'autre part, par lui-même Caméré. Oui, parce que c'est lui qui avait initié le programme. Et ici, on doit retenir quoi, mon cher Gramik? Le programme de 100 jours, c'est un programme du chef de l'État. Monsieur Caméré est condamné. Aussitôt condamné, le projet s'arrête. Les maisons préfabriquées, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'en parle plus. L'argent décaissé. Parti. Donc, je me dis que nous n'avons pas... Vous voyez, aujourd'hui, quand je vous dis sur ces plateaux, je ne cesse de le dire, la RDC souffre d'un problème d'un leadership soutenu au sommet de l'État. M. Félix Tshilombo n'est pas un grand manager. C'est de là où provient la souffrance de notre pays aujourd'hui. Ça, on ne peut pas avoir froid aux yeux pour le dire, même si vous ne voulez pas le dire. Mais moi, Claude Ngoma, je l'ai dit. Oui, parce que ça ne peut pas... Donc, on ne peut pas comprendre que, voilà, il y a des conteneurs et des conteneurs qui traînent encore, qui pourrissent encore dans des ports ici et là. Mais le gouvernement n'est même pas dans ça. Mais, merci beaucoup, Claude Ngoma. Alors, Maître Ly Béni, l'affaire Vital Caméré est fixée pour le 11 avril devant la Cour de cassation. Les Libanais Sami Jamal, Mouyi Mando, Lejano, Soraya Mpiana, Daïd Mpiana, Dieudonné Mayut et Daniel Changaloume ont également été notifiés. La question que je vous pose, si en cassation, les verdicts, soit la peine de Caméré, est confirmée, Caméré rentrera pour faire purger sa peine, ou bien il va faire comment? Parce que jusqu'à présent, il ne fait que prolonger son séjour à l'étranger, à l'extérieur.
Merci beaucoup, Gramic, pour la question. Je crois que la question, vous la posez à un professionnel. Oui. Et je pense que, comme d'aucuns le savent, on ne le dira jamais assez. Lorsque Kamere avait bénéficié d'une liberté provisoire, les gens ont dit non, c'est fini. C'est fini et tout ça. Preuve en est qu'on avait dit que la procédure n'était pas finie. À tout moment, on pouvait les rappeler. Et on nous donne raison aujourd'hui. Kamere et tous ces colistiers qui étaient devant la justice sont rappelés pour venir comparaître. Ça, c'est un. De deux, si Kamere ne se présente pas, la justice fera son travail. Il y a ce qu'on appelle la condamnation par défaut pour quelqu'un qui fait défection, qui ne se présente pas lors d'un procès alors que régulièrement atteint. Vous comprenez? Il sera condamné par défaut et il connaît quelle est la conséquence. Ça, c'est deux. De trois, je suivis religieusement mon frère Claude Ngoma par rapport aux maisons préfabriquées qui sera à l'Obito et puis je sais où ça? Kasumbalesa. Et je crois que moi j'aime qu'on examine la forme avant qu'on en vienne dans le fond. Dans le fond. La préoccupation majeure ici, c'est de savoir qui a commandé les différents articles ou bien qui sont arrivés, qui se trouvent dans les différents ports dont on fait allusion. Est-ce l'État congolais ou les particuliers Sami Djamal? Si c'est Djamal, c'est à Djamal et ses services de dédouaner ces biens pour qu'ils viennent et qu'ils fassent le travail pour lequel ils ont été commandés. Mais si ce n'est pas l'État congolais, comment on irait jusqu'à connaître l'État congolais pour que l'État congolais ait dédouané les histoires qu'il n'a pas commandées? Djamal a dit ceci dans le procès que lui, son boulot n'était qu'à faire, à venir avec les maisons jusqu'au port et puis c'est l'État qui doit dédouaner. Non, mais justement, si c'est l'État qui doit faire ces services-là, vous et nous sommes en train d'interpeller l'État. Mais si ce n'est pas l'État, c'est à Djamal de faire en sorte que les histoires qui sont arrivées les acheminent à bon port. Parce que je trouve aberrant que la société Samibo. La société Samibo représentée par M. Djamal et compagnie commande de la marchandise via RDC et ça arrive pour qu'il aille demander à l'État congolais d'aller dédouaner. Je trouve que c'est quand même aberrant. À moins qu'il y ait un accord exprès dans ce sens-là, là on voit qu'on a l'État congolais. Mais c'est d'abord, il faut comprendre que la commande a été faite par la société Samibo et c'est à Samibo de dédouaner ces histoires et les acheminer là où il doit les faire. Parce qu'il n'avait pas seulement la mission d'acheter, mais de construire. Parce que lors de ce même procès dont vous faites allusion, il a dit qu'allez au Kantiachi, vous verrez les maisons, autant de maisons qui sont déjà construites. Quid de cela? Quid de cet état de choses? Si tel était le cas, si il était question que l'État congolais réceptionne la marchandise qui est arrivée et les dédouane là-bas, je pense qu'on est en train de faire fausse route. Il appartient à la société Samibo qui a fait venir cette marchandise, de dédouaner celle-ci et à amener aux entrepôts où ils ont souvent gardé pour le travail pour lequel ils ont été commandés. Si Kamere serait blanchi, ça sera une surprise pour vous ou bien sans surprise? Non, moi je vous dis, je le répète, tu as été professionnel dans ce studio. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, moi je ne viens pas ici pour blanchir Kamere ou les noircir. Les problèmes c'est lesquels? Il vous souviendra que dans le dossier Kamere, les non-professionnels ont souvent décrié des choses qu'ils ne comprennent pas et ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas non plus. Vous savez que Kamere, on lui a reproché d'avoir détourné 57 ou 56 millions de dollars. Et 57 millions. Ouais, 57 millions de dollars, soit. Et dans les 57 millions, il y avait 37 millions qui étaient logés à la Robank auprès du DG Thierry Teymans, si je ne m'abuse. Oui, le Belge. Et le monsieur avait été arrêté. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, après avoir et monsieur avait restitué, pas la caution seulement, mais il avait restitué les 37 millions.
Là, moi, je n'ai pas d'information. Mais je t'informe. D'accord. Raison pour laquelle il a été relaxé. Non, parce qu'il n'est pas en prison. L'information de la caution. Il avait payé la caution. Il y avait. Et puis subitement, monsieur était en prison et avait restitué à l'État congolais les 137 millions de dollars. Et les jugements condamnant Kamere, comme vous savez qu'on avait ordonné la saisie de ces différents biens. Qui n'a jamais été exécuté. S'il vous plaît, mettre un moment. S'il vous plaît, mettre un moment. Non, j'ai relancé. Alors, si on a restitué à l'État, pourquoi jusqu'à présent on dit qu'on maintient ces gens-là en prison? Mais c'est une bonne question, c'est comme tu l'as dit, cher ami. Les problèmes maintenant, c'est lesquels? Kamere n'a pas baissé les bras. Il a usé des mesures que lui reconnaît la loi, le moyen de recours que lui reconnaît la loi, pour pouvoir essayer de se soustraire de là, avec ses différents conseils. Prévané, on lui a accordé la liberté provisoire, qui est donnée suivant un certain nombre de conditions, qui au total sont au nombre de 5. Merci beaucoup, Maître Elie. Je reviens à vous. Alors, Maître Claude, à la lumière de ce que vous venez de dire, Maître Béni, je pense que apparemment Kamere soit les deux. Vous venez là également de dire que nous tous, nous avons suivi aussi les ministres d'État en charge de l'urbanisme et l'habitat qui disaient clairement il y a des menaces. Pourquoi maintenir ces gens en prison? Parce qu'apparemment, il n'y a plus de raison que ces gens-là soient en prison. Bon, écoutez, ici, il s'agit de droit. Allons-y. Si peut-être je pouvais dédouaner quelqu'un, ça sera peut-être Massaro, parce que Massaro, son sort n'a jamais été fixé devant le cause de tribunal. Là, on lui notifie, non? Oui, il est notifié. Ouais. Mais comment on peut justifier sa détention? Jusqu'au niveau à ces jours ici, il a totalisé combien de mois en prison? Son sort n'a jamais été scellé par un jugement. Voyez-vous? Et ici, quand mon co-débatteur dit que voilà, il faut d'abord chercher à analyser, est-ce que c'est l'État congolais qui est allé passer la commande ou c'est Samibo, représenté par Sami Jamal? Ici, je dirais que Samibo, représenté par Jamal, est allé passer la commande au nom de l'État congolais. Et c'est comme ça que vous voyez, vous avez vu Jano Mouyima, qui était au four et au moulin pour aller dédouaner les histoires de l'État. Donc ça, il fallait que j'éclaircisse ça un peu. Et je rentre maintenant dans le dossier Kamere. Ici, d'abord, l'opinion doit retenir que Kamere, en allant en cassation, soit la cassation peut casser. D'abord, ici, je dois d'abord souligner quel est le rôle de cassation. La cassation a pour rôle de vérifier le mal jugé. Il va commencer le procédure de le début, depuis le parquet, jusqu'à la condamnation. Voyez. Et si le juge de la cassation, dans leur sagesse, prenait comment la décision d'acquitter, de casser, bien bon, mais aussi quand même le risque aussi, parce que même là au niveau des cassations, il peut encore être cloué de plus. Exactement. Vous voyez, mais on fait... Donc rien n'est acquis. Rien n'est encore acquis. C'est ça la beauté de la justice. Ouais. C'est ça la beauté du droit. Rien n'est encore acquis. Donc même là où même il est lui-même Kamere, jusqu'au jour de... il ne peut pas festoyer. Il ne sait pas encore ce qui va lui être réservé. Vous voyez? Mais ici, moi je dis que c'est l'argent des contribuables congolais qui est allé comme ça. Tout à l'heure, vous avez vu, mon co-débatteur a dit, monsieur, le DG de l'Arabank avait restitué. Oui, mais quand vous prenez ces dossiers, avec toutes les interpellations, oui, mais ces gens-là, comment ils ont quitté par des cautions. Il y a le DG de l'OVD, tout ça là, ils ont donné des cautions. Ils ont quitté.
Ils ont été libérés. Oui, c'est par des cautions. Donc ici, quand mon ami confirme sur ces plateaux que voilà, il y a eu 37 millions qui a été remboursé pour le compte du Trésor public, moi je ne sais pas parce que je ne l'ai jamais suivi et je ne maîtrise pas cette information-là. Donc c'est une information à vérifier que voilà, sur les 57 millions de dollars reprochés à Kamere, l'État congolais a déjà récupéré 37 millions. Alors, il y a eu la saisine de tous ces biens. Mais est-ce que ce jugement a été exécuté jusqu'au jour d'aujourd'hui? Rien. Rien. Les immeubles sont là. Il y a même l'autre immeuble ici qui venait à peine de terminer sur Rond-Point Victoire. Oui. Il n'y a pas que ça. Il y en a pas mal. Vous pouvez comprendre que quelqu'un qui est détenu condamné, mais le chantier fonctionne à une vitesse telle que vous ne pouvez jamais comprendre. Donc c'est ça un peu. Et donc ce jugement n'a jamais été exécuté. C'est là où l'État congolais aujourd'hui doit définir une bonne politique à mettre en place pour récupérer le bien. Vous savez aujourd'hui le mal c'est quoi? Nous, les gouvernements dits des warriors, il y a une faiblesse. Quand la justice fait son travail, c'est vrai, jusqu'au bout la justice condamne. Mais l'État, parce que les jugements et les arrêts sont rendus au nom de l'État congolais. Mais l'État maintenant, au lieu d'aller exécuter, c'est là où ça pose problème. On est condamné, mais on n'exécute pas. Voyez-vous, on est condamné, on n'exécute pas. Alors qu'il y a le jugement qui est là. Il y a un jugement. Mais Maître Claude, il y a une information qui circule, je mets ça au conditionnel, que Kamere pourrait être libéré. Et puis qui pourrait devenir Premier ministre. C'est une information qui choque. Je ne sais pas comment est-ce que vous prenez cette information, qu'il y a déjà des tractations, en tout cas là c'est la politique, qui pourrait être libérée et là qui pourrait devenir Premier ministre. Si c'est là arrivé, soit si c'est là arrivé, qu'est-ce que vous pourriez émettre comme lecture que désormais tiens c'est une prime à l'impunité ou quoi? Bon, moi, je ne vois pas ça dans ce sens. Ah, d'accord. Il y a... Vous savez, aujourd'hui, le maître à jouer de ces pouvoirs ici, c'est Kamere. Oh. Je vous dis. Il reste jusqu'à présent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, si Fachi est là où il est, c'est grâce à Kamere. C'est grâce à Kamere? Oui. Donc vous affirmez... Mais ils ont été où? Ils ont été à Kenya, non? Quand ils nous ont blousés en Genève, ils sont allés à Kenya et leur parrain, c'est Uhuru Kenyatta. C'est lui leur parrain. Donc, Kamere, il devient la CENI, il devient la Mais cour je vous dis que il devient les peuples. Kamere, il a participé à la cuisine. Je vous dis. La cuisine? La cuisine. Mais c'est cash, non? Quand ils nous ont blousés à Genève, ils sont allés vite à Kenya, parrainés par Uhuru Kenyatta. Pour faire quoi? Mais pour avoir le pouvoir ici de négociation. Ah, d'accord. Vous savez qu'aujourd'hui, M. Tshilombo est considéré, moi je le considère comme étant un pasteur qui n'a pas d'onction. Vous êtes pasteur, mais vous n'avez pas l'onction. Vous êtes président, mais vous êtes illégitime. C'est ça le problème. Et vous voyez que si, dans cette optique, par miracle, Kamere devenait Premier ministre de ce pays, moi je ne m'étonnerais pas. Je ne m'étonnerai pas parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est partenaire privilégié de Tshilombo. Et Kamere, jusqu'à aujourd'hui, tu sais qu'il est toujours payé. Oh. Il est toujours payé comme qui? Mais comme Direcab. Oh. Il a tous les avantages. Je vous dis. Il y a déjà un nouveau Direcab. Oui, il y a un nouveau Direcab. Mais lui n'est plus Direcab, mais il continue à être traité. Il a tous les avantages. Ah non, non, non. Là, je vous l'ai dit, il a tous les avantages parce que ce pouvoir ici, il a contribué. Merci beaucoup. Alors, Maître Eli Béni, nous prenons le processus électoral. Le Premier ministre a dit ceci: le processus de mutualisation des opérations d'identification, des recensements et d'enrôlement de la population est déjà lancé. Ces opérations se termineront avant le début des opérations électorales et chaque citoyen disposera de sa carte d'identité et sa carte électorale. Maître Eli Béni, tiens, désormais là le train est en marche, ou bien ce ne sont que des discours? Merci beaucoup, cher Gramik, mais j'aimerais quand même faire un petit nettoyage de ce que j'entends là-bas de la part de mon co-débatteur. D'abord, Maître Claude, entendre ça de sa bouche, ça m'écoeure un peu, mais bon.
je lui rappelle quand même, parce que c'est un avocat, un brillant avocat, pour que j'ai du respect. La caution, elle est prévue dans le domaine judiciaire. Donc c'est prévu, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Ça c'est un. Si il ne sait pas, il est surpris. Parce que ce qu'il sait en tant que la Mouka, en tant que nouvel envol, c'est dire que Tshilombo c'est un passé sans onction. Ce n'est pas... c'est un président qui est illégal, mais il ne suit pas les cours la cour des choses. Je lui rappelle, comme je venais de l'informer, que moi je suivis que Thierry Teymans avait été arrêté et l'obligation était faite pour qu'il restitue les 37 millions de dollars qu'il avait perçus avant de payer la caution lui permettant d'être libéré. Et ça a été fait. Je lui apprends également que M. Sami Jamal, on a eu à opérer une saisie dans son compte de 7 millions de dollars. On constate que toutes ces sommes d'argent font partie des 57 millions volés à l'État congolais. Autre chose, Maître dit que l'État congolais doit aller pour exécuter les jugements. Mais non, il ne doit pas aller exécuter, ce n'est pas l'État. Oui, tu l'as dit, tu l'as dit, je suis en train de... Des mécanismes. Voilà. Ce n'est pas l'État. Je voudrais rappeler à Maître Ngoma que l'article 151 de notre Constitution dit que lorsque il y a un jugement, où il y a des jugements, l'exécutif et les législatifs ne peuvent pas se mêler. Tout à fait. Et donc, comment il va aller demander à l'État congolais d'aller exécuter un jugement de mettre les mécanismes pour lesquels il y a eu, bien qu'il y a eu condamnation de Camere et consorts, mais que ce jugement est frappé d'appel. L'appel suspend les effets du jugement. Donc, on ne peut pas exécuter lorsqu'il y a un appel. Ça, Maître Claude le sait. Oui, donc c'est pour te dire que l'État congolais ne peut pas se presser d'aller exécuter ou faire exécuter un jugement qui est frappé d'appel. Ça, c'est très important de le dire. Il a dit également que le Congo souffre d'un leadership. Parce que M. Tshilombo, c'est un pasteur sans onction. Mais laissez-moi lui rappeler que lorsque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État, s'est présenté aux élections, on nous l'a présenté comme quelqu'un n'ayant jamais étudié, n'ayant même pas un petit diplôme d'État. C'est vrai ou faux? Mais c'est faux parce que je sais que l'homme a ce titre. Quel titre? Mais je te dis, à la CENI, hein, il a présenté son dossier. S'il n'y avait pas de titre, il n'allait pas compétir. Mais quel titre? Là n'est pas la question. Mais sachez que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a étudié. Il a été à Tumba. Dans les Bas-Congo, il a étudié à Bruxelles, et il a étudié à Kinshasa. Donc, il n'y a pas question ici, ce n'est pas notre débat. Il détient quel titre? Non, je l'ai évoqué pour lui dire que ce n'est pas un illettré, il a été à l'école. Parce que son père n'est pas n'importe qui, c'est le premier docteur en droit de ce pays. Il ne faut pas nous dire ça. Voilà. Et on nous dit que Camere, c'est le maître à jouer de ses pouvoirs, que sans lui, le chef d'État ne serait pas au pouvoir. Attention, mon cher ami. Mozito, qui est ton président, surtout au Congo, quand il passe, il dit, ils ont été à Genval. Ils ont dribblé. Oh, il a dit ça? Il a dit, ils ont dribblé. Ils ont dribblé. Oui. Bon, moi, du nombre où ils étaient, je crois, de 7, il a dit clairement que les plus honnêtes d'entre eux, c'est Félix. Je trompe? Non, là c'est faux. La sincérité. Il l'a dit. Là c'est faux. Il a dit. L'opinion tant nationale qu'internationale a suivi. Mozito a dit que c'était les plus honnêtes dans Bangonios, les plus corrects. Ah, d'accord. Non. Mais je crois que TV Radio P et le Baki, ils sont au Landaki. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'on affirme des choses sur un plateau de télé, pour dire que ce pouvoir c'est Camere, mais Camere est éloigné de ses pouvoirs. N'est-ce pas?
Félix Antoine Tshisekedi s'est défait du système où il y a des tridocs, des quintidocs. Les hommes qui se disaient les plus intelligents de ces pays, les plus valables, les professeurs de tout bord. Maintenant, vous voulez nous dire que c'est Kamere pour avoir fait quoi? Parce qu'aujourd'hui, si on s'entend de mutualiser nos forces, hein, pour gagner et travailler ensemble, et je crois que chacun a mis du sien et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas ici l'occasion pour nous de dire que nos Kamere n'aura été pour rien. Non, ils ont travaillé ensemble. Raison pour laquelle il a été directeur de cabinet. Et si les choses s'étaient passées comme c'était convenu, il allait être Premier ministre. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Maintenant, pour parler des élections, je crois que... Le processus de mutualisation des opérations d'identification et de recensement, c'est vrai que Denis Kadima avait repris cela comme contrainte, le processus-là de mutualisation. Là, les premiers dit que c'est déjà lancé. Vont-ils déjà que le train est en marche ou bien ce ne sont que des discours? Non, ce ne sont pas que des discours. Quand un responsable, un premier ministre, chef du gouvernement se permet de dire ça, c'est qu'effectivement, les opérations sont en marche. Donc ça veut dire tout simplement que lui, le chef du gouvernement, a repris la responsabilité, hein, en ce qui concerne ces opérations-là. Et ça a été annoncé, mais aujourd'hui, c'est chose réelle. Donc, il ne le dit pas au hasard. Hein? Il ne le dit pas au hasard. Allons-y. Vous comprenez? Il ne le dit pas au hasard. Donc, c'est pour donc, ce ne sont pas des discours. Ce ne sont pas des discours. Alors, maître Claude Ngoma, mais là où il y a inquiétude dans le propos du Premier ministre, il dit que ces opérations se termineront avant le début des opérations électorales. Il ne donne pas beaucoup plus de précision que non, telle date, mais il dit qu'avant le début des opérations électorales. Est-ce la question que j'ai posée à maître? Ce sont que des discours ou bien c'est vraiment la vérité, c'est vraiment de la pratique, les opérations ont commencé, des mutualisations? C'est l'incompétence. C'est l'incompétence. Je vous dis, mon cher, quand vous prenez la cartographie électorale, c'est une activité dans le calendrier électoral. Quand vous prenez les contraintes soulevées par M. Denis Kadima, c'est compris ça devait être compris dans le calendrier électoral. Mais voilà qu'aujourd'hui, ils sont en train de tâtonner. Il n'y a pas le calendrier électoral qui constitue pour nous de boussole. Quand on nous bouche les oreilles ici le long de la journée, que voilà, il y aura élection en 2023, voilà le président de la République tient le motricus pour qu'il y ait élection, mais il n'y a pas des indicateurs sérieux qui nous confirment que voilà, il y aura des élections. Denis Kadima est en train de nager partout, tout ça parce qu'il est en train de tâtonner. Mais je vous dis, mon cher, il est en train de tâtonner. Il y a le calendrier électoral, c'est le seul document de base qui met tout le monde d'accord par rapport à des différentes séquences des activités à mener, date par date. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, quand déjà Denis Kadima travaille sur la cartographie électorale, il a appelé tous ces scènes de partout qui sont ici pour un séminaire. Mais c'est sur quelle base? Parce que moi, je vous dis sans connaissance des causes. J'ai travaillé, vous le savez, je venais de travailler avec NDI autour de ces processus de réformes à porter sur la loi électorale. Voyez-vous? Mais je leur ai dit ça clair. Ça fait même débat. J'ai dit, mais comment vous pouvez avoir quelqu'un, un patron de la CNI, qui n'arrive pas à mettre sur pied un calendrier électoral qui va reprendre toutes les activités? Mais il y a déjà une feuille de route, non? Mais non, la feuille de route, c'est par principe. Restons dans le principe. Quand on vous parle de calendrier électoral, ça englobe toutes les activités dedans. Ah, d'accord. Même les contraintes soulevées, c'est une activité de mutualisation doit être dans les calendriers. C'est une activité reprise dans les calendriers électoraux. Si je vous comprends bien, c'est un désordre. Mais je vous dis, c'est comme ça. Oui, c'est ça ce que je venais de dire, l'incompétence notoire. Ils sont en train de tâtonner partout. Ils touchent à tout, croyant qu'ils vont séduire. Non, on ne cherche pas à séduire. Chercher à convaincre, à mettre tout le monde d'accord. C'est tout ce que nous voulons. Qu'on nous produise un calendrier électoral. Vous n'avez pas un calendrier électoral. Dites-moi maintenant, quel est le boussole?
Qu'est-ce qui nous rassure que voilà, il y aura élection en 2023? Lisez un peu. Vous avez dit incapable de mettre même la date. Il a dit avant le début du processus électoral. Des opérations électorales. Avant le début des opérations électorales. Il s'agit de la carte. Il ne faut pas... Mais quand je vous dis, même la carte, c'est dans les calendriers électoraux. C'est une activité. C'est une activité qui doit être reprise dans les calendriers électoraux. Ça m'a dit ceci, je réponds. Le processus de mutualisation des opérations d'identification, de recensement et d'enrôlement de la population est lancé. Ces opérations se termineront avant le début des opérations électorales et chaque citoyen disposera de sa carte d'identité et sa carte électorale. Et là, je vous dis, M. Sama, et dans le faux complètement, comment on doit amener deux opérations conjointes? C'est-à-dire, on enrôle, l'enrôlement et le recensement. Mais je vais vous dire, mais qui est recensé? Les mêmes données, non? Ce ne sont pas les mêmes données. Je vous dis que ce ne sont pas les mêmes données. Vous allez avoir deux fichiers distincts. Ça, je vous l'ai dit. Deux fichiers distincts. Vous aurez un fichier d'identification nationale, tous les Congolais, et vous aurez un deuxième fichier pour ceux qui vont être, non pas des majeurs, pour ceux qui auront des cartes électeurs, qui seront enrôlés. Voilà. Tout enrôlé, tout Congolais identifié n'a pas l'obligation ou ne doit pas avoir l'obligation de voter. Je veux vous le dire. Mais attendez. Vous pouvez aujourd'hui, je vous dis, les condamnés n'ont pas le droit de voter. Oui, exactement. Mais un condamné peut être recensé. Ah, d'accord. Un condamné est recensé congolais, mais il n'a pas le droit de voter. Ça sera si simple si on commence par les recensements, on soustrait, on tire de la liste de... Non, c'est là où maintenant il y aura des fictifs. Nous savons comment ça fonctionne. Comment ça, des fictifs, oui. Nous savons comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, maître... Merci beaucoup, cher. Oui, je vous donne la parole. Mais la question que je vous pose, est-ce que c'est au Premier ministre d'annoncer cela ou bien soit à Denis Kadima? Non, mais c'est justement la question, justement. On ne doit pas confondre les choses. Les opérations de recensement et d'identification, c'est les gouvernements qui annoncent, bien que c'est intimement lié à la CENI compte tenu de la situation. Alors, quand Maître Ngoma dit que le Premier ministre est incompétent, qu'ils nous disent il serait incompétent par rapport à quoi? Pour avoir annoncé que les opérations de mutualisation, d'identification et de recensement sont lancées, c'est à cela qu'il est incompétent. Non, l'incompétence ici, c'est Denis Kadima. Attendez. J'ai parlé de l'incompétence de M. Denis Kadima. C'est justement là où nous parlons du Méli-Mélo. Parce que nous parlons du Premier ministre. Qu'est-ce que Denis Kadima bien fait? Non, moi je venais de parler des activités qui doivent être reprises dans les calendriers électoraux. C'est de là où j'ai cité Denis Kadima de l'incompétence. S'il vous plaît, M. Claude Ngoma, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Parlons peu, mais parlons peu. Allons-y, maître. La question qui nous est posée est en rapport avec les lancements de la mutualisation du processus entre les recensements qui est lancé par le Premier ministre. Donc, si quelqu'un est incompétent ici, il s'agit de qui? Du Premier ministre, parce qu'on parle du Premier ministre. Alors, nous ne parlons pas ici des Kadima. Moi, je connais des sociétés qui ont postulé pour avoir ces marchés. Ah, d'accord. Est-ce que vous comprenez? Au ministère de l'Intérieur, il y a plusieurs sociétés qui ont postulé pour avoir ces marchés ici. Le numéro d'appel d'offres. Vous en avez? Mais est-ce que Maître Ngoma comprend ce que nous sommes en train de dire? Non, vous avez dit, vous connaissez. Est-ce que vous me demandez, est-ce qu'il y a eu appel d'offres? Non, mais publié où? Mais attendez. Pour pouvoir... Attendez. Non, parce que j'ai comme impression que la Mouka a un problème sérieux. Parce que la Mouka ne propose jamais, mais il est fort. Mais vous savez que si on peut ouvrir une parenthèse. Allons-y. Aujourd'hui, nous apprenons de façon surprenante que de 2014 à 2012, toutes nos concessions forestières ont été... C'est ça, les voilà. Même. Est-ce que la Mouka en parle? Vous n'en parlez pas. Que tous les ministres de l'environnement qui se sont succédés à la tête de ces ministères de 2014 à 2020 ont vendu les concessions minières. C'est l'IGF. Comment dire forestière? C'est l'IGF qui révèle. Mais vous n'en parlez pas. Mais lorsqu'il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas critiquer, vous êtes champion en critique. Mais je ne sais pas comprendre ça, mon cher ami. Moi, je vous informe qu'il y a des gens qui ont postulé, qui ont sollicité à obtenir ces marchés-là.
Vous me demandez les numéros de trucs. Mais c'est très grave, c'est extrêmement grave. Vous comprenez? Vous comprenez tout simplement qu'au sein de la Mouka, les gens confondent beaucoup les choses et ils font toujours du méli-mélo. Ouais. Vous comprenez? Parce que le Premier ministre est compétent pour lancer cette offre-là. Ah, d'accord. Vous comprenez? Il y a eu des réunions qui se sont faites entre les gouvernements, représentés par le ministère de l'Intérieur, la primature. Il y a les plans également. Il y a le ministère du plan, il y a l'ONIP, et puis, je crois qu'il y avait également la CENI. Le ministère des Finances également. Exactement. C'était dans ces cadres-là. Mais si aujourd'hui, ils considèrent que tous les éléments sont au point et on lance cette mutualisation pour que cela soit fait. Mais vous dites qu'il est incompétent. Sur base de quoi? En fait, pour clore avec ces sujets, ça pourrait prendre combien de temps? C'est ça la question. Nous sommes déjà au mois d'avril. Et que ce soit moi ou Maître Ngoma qui est en face de moi, sous réserve, on est des juristes, sous réserve du timing prévu par les projets, par ceux qui vont exécuter les projets, je ne sais pas ici. ICNUNC, séance tenante, c'est ça, dire que les premiers n'avancent pas la date fixe, ils disent seulement avant les opérations. Justement, les opérations électorales sont prévues en quelle année? En 2023. Merci. Alors, si c'est prévu en 2023, du moment où il n'a pas avancé une date contraire, on retient cela. Merci beaucoup. Alors, on prend ces sujets, on doit parler de ça. Un nouveau déraillement d'un train marchandise de la Société nationale des chemins de fer a eu lieu dimanche 3 avril, donc hier, dans la province du Lualaba, précisément dans les territoires de Lubudi. L'incident a coûté la vie à 6 personnes, selon l'administrateur. Paix aux âmes de nos compatriotes qui ont trouvé la mort. Toute notre compassion aux familles éprouvées. Que l'État fasse quelque chose pour que nous puissions éviter ces genres de drames. Apparemment, chaque semaine, il y a toujours des morts. Maître Claude, vous avez la parole, une réaction. Apparemment, dans ce secteur, il y a beaucoup de quoi, mais les ministres seraient un peu ailleurs. C'est le secteur des transports. Pas plus tard que je pense, il y a 2 semaines, non? Il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Il y avait encore un déraillement, non? Alors ici, je compatis à côté de nos compatriotes qui ont perdu le leur. C'est vraiment choquant de voir des Congolais mourir comme ça parce que l'État n'est pas organisé. Le secteur de chemin de fer en RDC, c'est un secteur qui doit être déclaré en faillite. Vous voyez l'état de nos rails vétustes. Il n'y a pas d'entretien. Vous prenez les machines, donc là je parle des trains vétustes. Vous avez des trains qui, la date de fabrication de 42, 35, les années 35, 40 années. Vous voyez un peu ça. Et que quand vous voyez les trains marchandises, mais comme il y a une désorganisation dedans, embarquent même les passagers, certains même s'accrochent à côté, je vous dis, dans des conditions bizarres. Et l'État n'est même pas dans ça. Et tous ces employés-là qui travaillent dans les... Comment on appelle cette société encore? Le CNCC. Impayés, près de 80 mois impayés. Vous voyez un peu. Et que ici, en RDC, nous devons mettre en place une très bonne politique liée à la mobilité de nos concitoyens. Vous voyez, sans les trains, la RDC ne vaut rien. Oui. Comment voulez-vous comprendre? Une grande nation comme la RDC n'a pas de chemin de fer. Où il faut se déplacer, vous n'avez que 2 moyens. Vous n'avez que la voiture, donc le bus, et l'avion. La voie routière et aérienne. Vous voyez, la voie fibrillaire n'existe même pas. Les rails, n'en parlons même pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi, j'ai pensé que Fatih, comme il a vécu longtemps en Europe, il pouvait nous amener une vision des déplacements de nos concitoyens dans ce sens. Non, laissez-moi chuter un peu. Macky Sall ici, avec un seul mandat, il a doté au moins, je ne sais pas moi, combien de kilomètres de rails. Et des métros. Vous voyez un peu. En 7 ans. Mais nous ici, 5 ans à peine, finissant. Il n'y a rien. 5 ans à peine. Si vous voulez. Oui. Donc, ici, moi, j'interpelle la responsabilité de l'État. L'État doit organiser ces secteurs. À la limite, même interdire
ces activités ferroviaires. Oui, momentanément, le temps que nous puissions mettre des moyens, que le gouvernement mette les moyens, signer. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a pas mal des entreprises en Europe. Hein. Il y a pas mal des entreprises ferroviaires en Europe où vous pouvez conclure des contrats. Et ce sont des contrats 30 ans, 40 ans. Ce n'est pas des contrats 5 ans, non. Merci beaucoup. Alors, Maître Eli Béni, et qu'est-ce que vous voulez dire? Nous sommes nous-mêmes responsables de ces morts, ou bien, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas plus... Toujours dans les grands Katanga. Je pense qu'il y a 3 semaines, il y avait un déraillement. Aujourd'hui encore, hier, un déraillement. Apparemment, est-ce que nous sommes conscients de ça? Ou bien, Tolobango, Karano, paix aux âmes, ainsi de suite, et puis c'est fini, on oublie. Je pense que l'homme est un anthropocentriste. Et lorsqu'il se renouvelle, il renouvelle son milieu, son environnement. Oui. Et je suis de ceux qui pensent toujours qu'une bonne organisation qui est mise en place permet d'éviter certaines choses. Je crois que mon frère Claude a parlé de l'état vétuste de nos rails. Et je crois que de toute la République, là où il y a l'activité intense sur la voie ferroviaire, c'est au Katanga. Comprenez? Et quand bien même il y a eu mort d'homme, nous compatissons, mais je crois que les déraillements, ce n'est pas seulement ici au Congo. Ah d'accord. Hein? En France, on a vu l'année dernière le déraillement d'un TGV, le train à grande vitesse. Aux États-Unis, ailleurs, on a vu. Mais ici, donc, c'est pour dire que devenu très fréquent. Non, mais vous savez qu'un accident reste une situation imprescriptible et imprévisible. Vous comprenez? Imprévisible plutôt. Donc, quand ça arrive, on ne le prévoit jamais. C'est un cas de force majeure qui peut arriver comme ça, mais lorsque une situation triste nous arrive, on doit quand même essayer de voir, mais si... Comme tu dis, il y a 3 semaines, il y avait encore un accident. On doit chercher les voisins moyens pour comprendre les pourquoi de ces accidents. Si c'est la voie ferroviaire, qu'on stoppe tout et qu'on remette en état pour permettre à ce que les choses se fassent au mieux et éviter les accidents. Vous comprenez? Moi, ici, je ne veux pas venir analyser dans le cadre de opposition, union sacrée. Pour toutes ces questions qui touchent à la vie des Congolais de ce genre ici, nous devons être responsables pour voir s'il y a un ça ne va pas dans ce secteur-là, voir ce qui peut être fait pour éviter que les Congolais meurent. Parce qu'un Congolais qui meurt, c'est quand même une situation triste qu'on ne peut pas accepter. Merci beaucoup. Vous allez nous excuser en tout cas beaucoup des messages. J'aurais à lire même 2 ou 3 parce que les samedis je n'étais pas là. On a rediffusé. Il y a beaucoup d'actualités. On doit prendre cette actualité. Il reste 2 actualités. On prend ça et puis une autre sur la vente des espaces forestiers, ainsi de suite. Nous allons prendre ça. Mais nous prenons ça. Selon les gouvernements, en ce qui là, je prends Maître Claude Ngoma. Selon les gouvernements, en ce qui concerne, là ici à Kinshasa, en ce qui concerne particulièrement le projet Kinshasa Zéro Tour, le taux de décaissement des fonds a atteint 65,96%. L'état physique d'exécution au 26 mars 2022 avoisine les 43%, les travaux étant en cours. Quand vous lisez cela, quand vous apprenez cela, la réalité sur terrain, c'est les jours et la nuit ou bien c'est vraiment ce qui s'est fait? C'est jour et la nuit, mon cher. C'est pour séduire l'opinion. Ne séduisez pas l'opinion, mes chers amis de l'Union sacrée. On dit que l'argent déjà a été décaissé tôt, 65,96%. Regardez. Mais l'état physique d'exécution, 43%. 43% c'est beaucoup, c'est moins de 10%. Les taux d'exécution de Kinshasa 0 trou. Les taux d'exécution, c'est à moins de 10%. C'est à moins de 10%. Ne confondons pas la construction des routes terre jaune. Non, là, ce sont les nouvelles routes. Mais je vous dis, prenez Victoire, prenez la route Victoire, l'avenue Victoire. Également. Prenez la route Victoire, prenez Willery. Venez chez moi à Matete, Moamba. Mais je vous dis, c'est catastrophique. Oui, allez à Makala ici. Je pars même plus loin. Devant le palais présidentiel. Ce que au seul accident. Maman a dit les ans. Et vous nous parlez de Kinshasa Zéro Trou.
devant le palais présidentiel. 43% déjà réalisé. Mon cher, taux d'exécution à moins de 10%. Kinshasa, aujourd'hui, je vais vous dire, partout dans la ville de Kinshasa, il y a des trous. S'il y a des embouteillages aujourd'hui, c'est à cause des trous. C'est à cause des trous. Et aujourd'hui, je vais vous dire, Ian Gobila, là, je lui félicite. Okay. Ils ont commencé vers Matete là-bas, vers Kwengi. Ah, d'accord. On a cassé la route en deux. Ils construisent maintenant, ils arrangent la route très bien. Là, coup de chapeau à Ngobila. Mais seulement, la façon dont on exécute les travaux dans ces régimes dits des warriors, mon cher, je vous dis, c'est grave. C'est grave, je vous dis. Et aujourd'hui, c'est le malheur avec l'UDPS. Allons-y. Il touche à tout. Il y a des projets qui naissent après 2-3 jours. Où M. Félix Tshilombo ne se soucie même pas du taux d'exécution. Il ne fait que pondre des projets chaque jour. Et aucun projet n'est arrivé au bout. Aucun projet monté. Comment je peux dire? Aucun projet confectionné, bien ficelé, amené jusqu'au bout. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous avez aujourd'hui Tshilé-Gelou. Vous pouvez me dire le taux d'exécution de Tshilé-Gelou? Il y a aujourd'hui le projet de développement de 145 territoires. Des projets en projet. Net projet d'exécution de 145 territoires ici Mbati. Là, je vous annonce déjà, Alain Bolodjo a préparé une conférence de presse là-dessus pour expliquer les failles, selon lui, de ces projets. Alain Bolodjo, je ne vois que des failles. Je vais remettre Elie Béni. Vous êtes juriste, mais étant que juriste, on nous informe que l'argent est déjà décaissé à 60% et que les travaux sont à 40%. N'est-ce pas déjà un soupçon de détournement dans ça, vous étant que juriste? Merci beaucoup. Et en tant que juriste, j'ai le droit de réserve. Hein? Vous comprenez? Mais comment expliquer l'écart là déjà? Mettre un point de vue sur une chose dont je ne suis pas trop sûr. Allons-y. Ça, c'est une précision à l'entame. J'aimerais vous dire une chose, cher Gramik. Vous savez, ce qui se passe avec nos amis de la Mouka, c'est tout simplement la mauvaise foi. Vous comprenez? Il faut dire que lorsque, depuis que les chefs d'État sont au pouvoir, pour la Mouka, tout n'est pas bon. Tout est mauvais. Et lorsque l'on dénonce et qu'on constate que la chose pour laquelle on a fait dénonciation a effectivement été réalisée, on n'a jamais eu le temps de venir pour dire non, non, là, félicitations, au moins, c'est fait. Il venait de féliciter là. Ngobila. J'ai toujours c'est son quartier où les voisins de vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que il y a plusieurs fronts ouverts. Je regrette parce que c'est dans mon téléphone. Si le temps m'était, si je savais que ça allait être un des points à l'ordre du jour dans cette émission, j'allais vous énumérer tous ces éléments-là. Donc, il y a un travail énorme qui est en train d'être fait. Mais le comble, c'est que les gens font toujours un effort pour dire aux Congolais que rien n'est fait. Vous ne répondez pas à ma question, maître. Mais ta question est laquelle? Je suis à côté. Non, je dis que c'est si. Oui. L'hôtel de ville nous renseigne que plus de 60% de l'argent déjà décaissé dans ces projets de zéro tour, ici à Kinshasa. Mais et que les travaux sur terrain n'est qu'à l'auteur des 40%. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un soupçon de détournement là-bas? Non, il n'y a pas de détournement. Comment expliquer cet écart? C'est pourquoi je vous dis, vous qui semblez m'avoir compris alors que vous ne m'avez pas compris, j'ai dit dans mon téléphone, il y a la liste de toutes ces réalisations que l'hôtel de ville et le gouvernement central sont en train d'exécuter. Il y a des avenues qui sont presque terminées, d'autres qui sont réhabilitées dans 3 semaines, d'autres dans 1 semaine et d'autres dans 1 mois et demi. Et le travail s'est fait énormément dans le sens de résoudre la question liée à ces problèmes des zéro trous. Vous comprenez? Donc, si moi je savais que la question allait être abordée, c'est pour vous dire que je n'étais pas à côté de la plaque. Je répondais justement à votre question. Allons-y.
Donc, nous félicitons à ce point son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, pour tous ces travaux qui sont en train d'être réalisés. Et l'ouvrage sera mis à la disposition des peuples quinois dans les tout prochains jours. Vous comprendrez que ce qui est dit n'est pas du pipeau et qu'il n'y a pas de détournement du tout. S'il y a détournement, moi, je viendrai ici, chez Gramic les Grands, pour dénoncer. Merci beaucoup, Maître Eli Béni. Nous finissons avec ces sujets. S'il me reste 2-3 minutes, je lirai les messages. Je prends Maître Claude Ngoma. L'IGF dénonce. L'IGF dit clairement que c'est sur demande du gouvernement pour enquêter sur les espaces forestiers de notre pays. Il s'est constaté que les ministres qui ont précédé l'actuel ministre au niveau du ministère de l'Environnement, il y a le nom de Madame Bazaïba, il y a le nom de Claude Nyamugabo qui serait cité parce qu'il fut un ministre de l'Environnement, que ces ministres ont vendu illégalement les espaces forestiers de la RDC. Alors, la question que nous nous posons, nous tous, apparemment, un jour nous allons nous réveiller comme ça, ces pays seraient vendus également. Parce que c'est dans chaque secteur que tout le monde vend. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mon cher Gramic, nous devons d'abord aimer notre pays. Ouais. On est nommé ministre, vous êtes là dans un rôle politique, mais vous ne pouvez pas brader les richesses de votre pays. En tout cas, moi ici, je vais interpeller, pas interpeller, mais demander au PGR de s'en saisir vite de ces dossiers. De s'en saisir vite de ces dossiers. Mais ces gens sont des députés aujourd'hui. Bah, on va attaquer la procédure. On va déclencher la procédure, mon cher. C'est grave. Quand les espaces forestiers sont vendus, c'est grave. Quand vous avez des sites miniers complètement vendus par des individus. Et donc, quoi de normal, on peut se réveiller comme vous venez de le dire. Un bon matin comme ça, on vous dit on aime beaucoup. C'est ça la crainte. C'est là où il y a... Ça, moi, je peux même les qualifier de la haute trahison. Ah, d'accord. Ça, c'est de la haute trahison. Surtout de la part des ministres. Comment vous pouvez vendre un ministre? Comment vous pouvez vendre un espace qui est profitable à tous les Congolais? C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Et alors, quand on est politique, on est nommé quelque part, vous devez d'abord garantir les intérêts de l'État. On est ministre pour garantir l'intérêt de l'État, pour travailler au profit de l'État. Mais quand vous devenez ministre et que vous allez comploter contre l'État, c'est-à-dire vous êtes un ennemi de la République, vous trahissez votre pays, vous trahissez notre nation. Et donc ici le PG, mon cher ami, doit s'en saisir de ces dossiers de manière urgente. Alors je prends, l'IGF révèle que de 2014 à 2020, tous les ministres, depuis 2014 jusqu'à 2020, donc on n'épargne aucun ministre durant cette période de 2014 à 2020. Oui, c'est ça. L'IGF révèle que de 2014 à 2020, tous les ministres de l'Environnement ont vendu des concessions forestières et l'État n'a rien bénéficié. Les moratoires sur l'exploitation forestière n'ont pas été respectés. Un véritable scandale. Je peux mettre, l'aspect juridique, comment l'État pourrait répondre, en tout cas, faire, si je pourrais dire, la désaffectation de ces espaces, ces concessions, ça va se passer. Comment il doit y avoir un procès ou bien l'État doit se réveiller un beau jour et dire que tiens, je récupère mes biens? Merci beaucoup. Les conséquences également chez les partis qui ont déjà acheté. Merci beaucoup, Gramic. Vous comprendrez que c'est là où nos amis de la Mouka qui pensent que le chef de l'État est incompétent, qui n'est pas à la hauteur, qu'il n'y a pas de leadership, doivent comprendre qu'on a un chef de l'État très intelligent, un chef de l'État responsable, un chef de l'État qui est à la hauteur de sa tâche. Chers amis, vous savez qu'il n'y a pas que dans le secteur forestier. Ouais. Monsieur Mozuto a vendu à l'homme le truc, les juifs ici, il s'appelle comment? Les juifs c'est lui qui a rendu les actifs miniers et pétroliers. Gettler. Ouais.
Mosito avait cédé les actifs miniers et pétroliers pour le compte de la République. Je suis content que mon ami soit là. Oui. De 2014, Mosito a vendu. Et grâce au leadership du chef de l'État qui a négocié, pas dans la brutalité, mais il a négocié avec ce monsieur pour lui faire voir que notre État a le droit de bénéficier, le peuple congolais a le droit de jouir de tout ce qui est dans son sol et dans son sous-sol. Et Dan Gettler et son équipe sont venus rendre les actifs miniers grâce au leadership du chef de l'État que eux traitent d'incompétents, que eux disent ne pas être à la hauteur de sa tâche. Mais non, dites-nous. Les clauses de ces contrats, j'en arrive parce que ta question est tellement pertinente qu'il fallait commencer par là. Ça va se passer comment la justement, j'en arrive. Le chef de l'État, depuis un certain temps, il avait lancé un message à tous ceux qui ont acquis illégalement les actifs miniers et pétroliers. C'est forestier. On en arrive. Mais si on a demandé à l'IGF de faire ces travaux, vous pensez que c'est en vain. Et la négociation s'est faite comme ça avec tous ces bénéficiaires pour qu'une solution amiable soit trouvée pour que l'État congolais puisse bénéficier des droits sur tout ce qui lui revient des droits en termes de sol et sous-sol, et même dans les cas de ce qui concerne les actifs forestiers. Donc, allez-y comprendre que un jour, vous direz qu'on avait un président, un très grand. Vite, maître, ça va. Vous comprenez? Non, mais je crois que... Non, je pense que toutes les voies peuvent être envisagées. Mais si on a trouvé une solution déjà amiable en ce qui concerne les actifs miniers et forestiers, par négociation, je crois que la première des procédures qui sera engagée, ce sera celle-là. Si celle-là échoue, la RDC sera en droit de poursuivre par voie judiciaire pour pouvoir récupérer ce qui lui revient de droit. Parce que je vous dis, c'était la consternation au niveau des Nations Unies et au niveau de la Banque mondiale. Ils ne savaient pas. Donc plus de la moitié de concessions minières vendues par ces messieurs et dames qui ont été à la tête de ces ministères. Merci beaucoup, maître Elie Béni. Ouais. Nous sommes à la fin. Là, je vois heureusement qui m'a écrit Maître Massimango. En tout cas, je dois... Jean-Louis. On a été le voir hier. Massimango, on fustige et on condamne cet acte. Maître Jean-Louis Massimango, qui est également parmi nos invités de cette émission, a été agressé, je pense que c'était les vendredis, la nuit du vendredi, par les personnes non identifiées. La plainte a été déjà déposée contre inconnu. Je pense que la justice doit faire son travail. Et Maître Jean-Louis est fracturé, sa jambe, je pense, sa jambe gauche, droite. J'étais là, Maître est présentement à l'hôpital. Il m'a dit hier la nuit que l'opération pourrait intervenir ce mercredi. Et on a déjà placé une histoire pour que les pieds puissent essayer un peu, les muscles puissent essayer un peu de se réformer. Et après, on va opérer les mercredis. Je pense que tout ira mieux, mais nous sommes en train de fustiger cet acte. Les débats que nous faisions ici doivent rester un débat républicain. Merci beaucoup à Maître Claude Ngouma. Je vous relance en 30 secondes. Mosito n'a jamais vendu les actifs miniers à Dan Gettler. Mosito a quitté la primature en 2012. Dan Gettler est arrivé en 2013. Merci beaucoup, ça en est fini pour aujourd'hui. Mosito était Premier ministre de 2008 à 2012. Merci beaucoup à Massamba Sonia, merci beaucoup à Belgodor, merci beaucoup à Fia Mungela, merci beaucoup à vous. Toutes nos excuses pour vos messages, je n'ai pas pu lire ça parce qu'il y avait beaucoup d'actualités. Le temps a fait également défaut. Les réfugiés à 22h et Énergie, c'est le prochain direct. Ce sera demain à 11h sur l'antenne des Perfect Télévision. Regardez YouTube, Peter Sieni, RDC, je suis Camille Clégon, que les jeux de toutes les inspirations continuent de nous